Nous accueillons aujourd'hui Alexandre Cédric Doucet, président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Bonjour, Monsieur Doucet. Bonjour. Monsieur Doucet, nous vous accueillons aujourd'hui pour discuter de la réforme de la loi sur les langues officielles au Canada. Mais avant d'aller plus loin, pouvez-vous nous présenter la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick? Oui, la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick a été créée en 1973 et est reconnue par les différents paliers gouvernementaux, soit fédéral et provincial, comme l'organisme qui représente politiquement les Acadiennes, les Acadiens, ainsi que les francophones au Nouveau-Brunswick. Le Canada s'apprête à dépoussiérer sa loi sur les langues officielles, qui sont le français et l'anglais. Et la ministre Mélanie Joly, qui est en charge du dossier, a rendu public en février dernier un livre blanc intitulé Vers une égalité réelle des langues officielles. Normalement, un projet de loi serait déposé d'ici la fin de l'année s'il n'y a pas des élections fédérales en cours de route. Mais votre organisme, la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, avec d'autres groupes francophones dans la même province, vous avez tiré la sonnette d'alarme en déplorant la non-reconnaissance de la spécificité acadienne dans cette réforme. De quoi s'agit-il dans les faits? Bien, dans les faits, nous autres, on a toujours trouvé que le livre blanc était excellent. Mais puisque ce n'est pas un livre vert, qui est un livre de consulter, pour aller consulter les divers acteurs, mais un livre blanc, c'est des intentions législatives du gouvernement. Donc, ça doit être quand même assez clair, noir sur blanc. Et là, il manque quelques détails qu'on voulait donner l'aperçu au public qui manquaient. Donc, précisément, ce qui manque pour nous, ben, c'est que nous autres, on a 4 demandes depuis 2016. C'est que la reconnaissance de l'Acadie du Nouveau-Brunswick se retrouve dans le préambule et dans la zone d'interprétation de la loi. C'est que ça se retrouve aussi dans la partie 4. La partie 4, c'est toute la question des services gouvernementaux que le gouvernement fédéral doit donner. Et il y a une clause qui dit que les services gouvernementaux doivent être donnés dans les 2 langues officielles, où il y a une demande importante Et pour les pour vous, francophones. vous voulez que ce soit donné partout, pas spécifiquement à l'importance de la demande. On veut, nous autres, qu'il y ait une exception pour le Nouveau-Brunswick parce que quand on rentre au Nouveau-Brunswick, on rentre dans un territoire qui est entièrement bilingue. Donc, on demande juste qu'il y ait un arrimage entre la Charte canadienne des droits et libertés, qui reconnaît que le Nouveau-Brunswick est bilingue, ainsi que la loi sur les langues officielles fédérales, qui donne pas cette spécificité-là. Donc, après ça, nous autres, il y a 2 autres endroits dans la loi qu'on veut, puis c'est dans la partie 7. Plus particulièrement, c'est qu'on veut, par rapport à l'immigration, on veut que le gouvernement fédéral, dans ses politiques d'immigration, tienne compte de l'équilibre linguistique du Nouveau-Brunswick. Donc, on veut avoir une immigration 50-50, immigration francophone et immigration anglophone. Ensuite de ça, dans la même partie 7, ce qu'on demande, c'est dans son pouvoir de dépenser, mais il tient compte de l'article 16.1 de la Charte canadienne des droits et libertés. La Charte canadienne des droits et libertés, l'article 16.1, mais ça donne le droit aux 2 communautés linguistiques d'avoir leur propre institution distincte. Donc, par exemple, ce qu'on demande dans ce pouvoir de dépenser-là dans la partie 7, c'est que le gouvernement fédéral subventionne des institutions distinctes pour la communauté linguistique francophone au Nouveau-Brunswick, qui est particulièrement, pour donner des exemples, l'Université de Moncton en tant qu'institution postsecondaire, ou bien la petite enfance comme dualité. Exemple pour illustrer ça concrètement. Présentement, ce qu'on a avec la ministre Joly, c'est que dans son livre blanc, il y a un vouloir de reconnaître la spécificité du Nouveau-Brunswick, mais ce qu'on veut, c'est avoir des détails où ce sera spécifié. C'est pour ça qu'on a envoyé un communiqué de presse avec 18 autres signataires. Personnellement, j'ai parcouru le livre blanc. Je ne suis pas spécialiste constitutionnaliste. J'ai relevé que le Nouveau-Brunswick, il est cité à plusieurs reprises et même il y a un endroit où on dit que c'est une proposition législative. Je ne parle pas des préambules. On dit que je paraphrase, à un moment, on dit que cela comprend le fait que le français est la langue officielle du Québec et que le Nouveau-Brunswick est la seule province, je paraphrase, bilingue. Donc, vous avez des assurances là sur vos demandes, non? Est-ce que ce n'est pas suffisant, ça? Bien, comme j'ai dit, c'est que je pense que les organismes signataires, on est totalement d'accord avec probablement 95% du livre blanc. Puis effectivement, comme je l'ai dit tantôt, la ministre Joly a l'intention puis a le vouloir de reconnaître la spécificité du Nouveau-Brunswick dans le livre blanc. Il y a Nous la autres, volonté politique, vous voulez dire? c'est ça exactement. Nous autres, on veut juste s'assurer que nos demandes soient encore entendues, puisque c'est une demande qu'on a depuis 2016. La dernière chose que j'aimerais, c'est qu'il y a un projet de loi qui est déposé et que malencontreusement,
Malheureusement, désolé, ces spécificités-là ne se retrouvent pas dans le projet de loi. Donc, on veut juste donner un avertissement. Puis, nous autres, on a toujours continué les discussions avec la ministre Joly. Et c'est pour ça que demain, on a une rencontre avec la ministre Joly, les 19 organismes. Je reviens au Nouveau-Brunswick, à votre province, là où vous êtes. Dans cette province, est-ce qu'on peut être servi en français sans que ça pose problème? Ça dépend des régions. Puis malheureusement, l'exemple que je donne toujours aux gens qui me posent la question, mais la pandémie a démontré qu'il y avait encore un grand écart entre l'égalité réelle et vraiment, l'égalité réelle, c'est ça qu'on vise au Nouveau-Brunswick entre les deux communautés linguistiques, puis ce qui se passe sur le terrain. Le meilleur exemple, c'est pendant la pandémie. À chaque jour, notre premier ministre, qui est unilingue anglophone, se présentait, donner la conférence de presse en anglais, puis avec de la traduction simultanée. Écoute, ça ne prend pas un baccalauréat en traduction pour savoir que la traduction, c'est jamais exact. Donc, moi, j'ai beaucoup de membres qui se sont tournés vers les conférences de presse à M. Legault pour recevoir l'information de la COVID. Ça, c'est grave parce que ce n'est pas ton gouvernement. Ce n'est pas la même réalité. C'est ça, exactement. Donc, il y a beaucoup de gens en dehors du Nouveau-Brunswick qui pensent qu'on est un paradis linguistique, là, puis que ça va très bien au niveau du bilinguisme, mais sur le terrain, là, c'est loin d'être le cas. Et même au Nouveau-Brunswick, le gouvernement s'apprête à réviser la loi sur les langues officielles. Où est-ce qu'on en est? Je sais qu'il y a eu récemment la nomination de 2 commissaires qui vont superviser cette réforme, cette révision. Est-ce que vous êtes optimiste? Écoute, le processus est très en retard parce que la dernière fois, il y a eu la révision, c'est en 2013, puis ils ont eu 2 ans à faire leurs travaux. Et là, présentement, on est à moins de... Ils ont jusqu'au 31 décembre 2021 à déposer un premier projet de loi. Donc, on est dans les mois présentement et non dans les années. Effectivement, tout de suite, le processus vient juste de commencer et on est déjà très en retard. Puis en plus de ça, le gouvernement a voulu mêler les questions d'immersion française là-dedans. Donc là, on a toujours peur que le processus soit un processus pêle-mêle où on mélange plein de choses. Mais les commissaires, je pense que les curriculums des 2 commissaires font en sorte que le processus va être beaucoup plus... on a beaucoup plus confiance au processus présentement qu'on l'était probablement 3 semaines passées avant l'annonce. Et c'est ma dernière question. Et quelles sont les principales demandes de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick par rapport à cette réforme provinciale? Bien évidemment, je pourrais élaborer pendant des heures et des heures parce que notre mémoire sur la question, on ne l'a pas encore fini, mais on est rendu à peu près 60 pages. Les principales. C'est ça. Je pense que ça a démontré, le premier ministre aller devant le public dans des conférences de presse, aller parler en anglais puis avoir la traduction simultanée. Mais nous autres, on veut vraiment mettre des dispositions pour que si la personne ne peut pas parler efficacement dans les 2 langues officielles, mais elle doit se faire remplacer par quelqu'un. Donc, au moment où tu parles au nom de l'institution, tu dois devoir tasser ça de côté. Même si tu es le premier ministre, tu dois devoir déléguer les tâches à quelqu'un d'autre qui peut parler efficacement dans les 2 langues. Il y a toujours la question de l'obligation de la capacité de parler et de comprendre clairement les 2 langues officielles pour l'ensemble des agents de l'Assemblée législative. Il y a toute la question des travailleurs dans la fonction publique. La langue de travail pour les fonctionnaires, il y a eu vraiment une désintégration du français dans la fonction publique. Et nous autres, notre fonction publique est beaucoup centralisée dans la capitale qui est Fredericton. Et malheureusement, Fredericton est beaucoup plus anglophone que français. Exactement. On aimerait rajouter des dispositions pour s'assurer que les fonctionnaires acadiens et francophones puissent parler dans leur langue et travailler dans leur langue de leur choix. Écoutez, j'espère qu'on aura d'autres occasions de parler de la réforme provinciale et de la réforme fédérale. Je vous remercie beaucoup, M. Alexandre Cédric Doucet. Je rappelle que vous êtes président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup. Merci beaucoup.